Bienvenue dans ce nouvel épisode de Workwell et vous sur ANews Workwell, votre média sur les nouveaux modes et lieux de travail. Aujourd'hui, nous abordons un sujet majeur pour les entreprises, le recrutement et la fidélisation des jeunes talents. Attirer, recruter et surtout retenir les jeunes générations dans l'entreprise et plus spécialement la génération Z dont nous allons parler sur ce plateau est devenu un véritable défi. Face à des attentes qui évoluent, des modes de travail en pleine mutation et une quête de sens de plus en plus affirmée, comment les entreprises peuvent-elles s'adapter ? Quels leviers actionner pour séduire ces jeunes talents et leur donner envie de s'engager sur le long terme ? Alors attention, prudence, on ne peut pas peindre une homogénéité de fonctionnement entre les générations sur le seul critère de la période de naissance, ce serait trop réducteur. Toutes les générations ont peut-être les mêmes aspirations, mais c'est uniquement l'intensité de ces aspirations qui varie. Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir 3 experts qui sont à côté de moi. Thierry Griot, bienvenue. Vous êtes directeur général chez LBC, le bureau contemporain, et vous allez nous parler aujourd'hui de l'impact de l'aménagement des espaces de travail sur l'attractivité des entreprises, mais également vous nous donnerez votre point de vue en tant que patron et manager. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Pascal Delamarre, délégué général de la Confédération nationale des juniors entreprises, vous nous expliquerez comment ces structures permettent aux étudiants de monter en compétences et de mieux s'intégrer au marché du travail. Alors nous sommes d'ailleurs allés tourner chez vous il n'y a pas si longtemps que ça à Paris pour aller interviewer ces jeunes juniors entrepreneurs. Le reportage d'ailleurs sera disponible très prochainement. Soyez patients. Merci d'être avec nous. Et enfin, Élodie Gentina, vous êtes enseignant-chercheur à l'IESEG, je ne sais pas si je le dis correctement. L'IESEG, oui. L'IESEG, School of Management. Vous êtes chercheuse également et conférencière, spécialiste de la génération Z. Et vous allez nous donner votre analyse psychosociétale de cette génération et de leur rapport à l'entreprise. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, quand on parle de la génération Z, on parle des jeunes qui sont nés après 95 et avant 2010. Bon, il y a un peu polémique là-dessus, on en reparlera peut-être en détail. En tout cas, ils ont moins de 30 ans. On les appelle également les Zoomers et ils représentent 50% des effectifs des entreprises en 2025, selon vous. Élodie, qui est aussi l'auteur de Génération Z, des Z consommateurs aux Z collaborateurs, dont on va regarder la couverture tout de suite. Alors, Élodie, cette génération, elle représente tout de même la moitié des salariés d'une entreprise. En tant qu'experte de la Génération Z, est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait de ces jeunes talents ? Alors, dresser un portrait... On tend beaucoup à avoir des stéréotypes et des préjugés quand on parle des jeunes, mais comme quand on parle d'autres générations, on tend à enfermer les gens dans des cases générationnelles. On tend à dire d'eux, ils sont rebelles, ils remettent constamment en cause l'autorité, ils sont que sur le digital, ils sont fainéants, ils sont fatigants. Voilà, bon, bref. Et très souvent, les entreprises, si on s'arrête justement à ces préjugés, et ces stéréotypes, on a du mal à avoir un véritable éclairage, une vraie compréhension des caractéristiques de cette génération-là. Donc très souvent, je dis qu'il faut essayer de dépasser, poser un nouveau regard. Voilà, et c'est l'objectif aussi de mes interventions auprès des entreprises, en disant, il y a des complémentarités, comme par exemple les jeunes sont digitaux, c'est vrai, ils sont, le smartphone fait partie intégrante de leur vie. Et tant mieux parce qu'on est dedans. Et tant mieux parce qu'on est dedans. Facebook, c'est déjà has-been, ils sont sur d'autres types de réseaux comme BeReal, pas forcément, par exemple. Mais en même temps, ces jeunes ont besoin de liens sociaux. Voilà. Ils ont besoin d'aller dans l'entreprise parce que l'entreprise, et on en reparlera tout à l'heure, est un lieu de socialisation, est un lieu de rencontre, est un lieu de convivialité. Et on voit donc que le lien social est hyper important pour eux. Voilà. J'imagine que le Covid a été très douloureux pour cette jeune génération. Génération Z. Oui, exactement. Alors là, toutes les questions de la santé mentale, etc., on pourra en reparler après. Mais voilà, par exemple, ça, c'est un premier critère qui permet de les définir. Un deuxième critère, très souvent, j'entends dire, ils remettent en cause l'autorité. Ça, c'est pas propre aussi à cette génération Z. Voilà, déjà Socrate, Platon disaient à l'époque, les jeunes ne respectent pas l'autorité, mais ce qui est propre à cette génération-là, c'est puisqu'ils vivent dans la digitalisation et qu'ils vivent, l'instant présent. Ils ont accès à l'information à portée d'écran, à portée de clic. Forcément, ils remettent en cause l'autorité des anciens, l'expérience des anciens, l'école, les professeurs, les institutions, les journalistes, le gouvernement, toutes les sociétés dures, pour accéder à une autre forme d'autorité qui n'est pas basée, par exemple, sur le statut, mais qui est plutôt basée sur l'expérience et plutôt même sur l'expertise.
Voilà. Donc c'est important d'aller un peu plus loin dans les concepts, justement, et d'arrêter d'avoir des stéréotypes, sinon on n'arrivera pas et on n'arrivera pas à travailler ensemble. Quelles sont les attentes de cette jeune génération vis-à-vis des entreprises? Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, pour résumer, je pourrais dire qu'ils attendent tout d'abord que l'entreprise soit un lieu de vie et pas uniquement un lieu de travail. Donc ils ont une relation au travail qui n'est pas uniquement rationnelle mais qui est affective. L'importance d'aimer son travail et l'importance d'aller au travail et d'être heureux au travail. Je dirais ensuite que l'entreprise doit être sociale, voire collaborative. Très souvent, les jeunes sont plutôt même engagés et fidèles, non pas à l'entreprise, mais plutôt à leurs collaborateurs. Donc il y a même des entreprises du CAC 40 qui sont hyper connues et qui me disent aujourd'hui, on voit bien que la notoriété ne suffit plus pour travailler sur la rétention des talents et on doit aller sur d'autres facteurs. Ils attendent que l'entreprise soit éthique, pas uniquement en discours, mais aussi en action. Voilà, on doit passer donc d'une RSE, je dirais, déclarative à une RSE transformative. Ils attendent que l'entreprise soit intraprenante. Alors, ce n'est pas l'entrepreneuriat. L'intrapreneuriat, c'est j'ai envie d'être acteur. J'ai envie de créer une entreprise dans l'entreprise existante. Voilà. Donc, comment travailler sur le renouvellement des compétences, sur la formation, comment faire pour que l'entreprise soit apprenante et partageante. Donc, on est sur ces grandes tendances-là et c'est un peu, tout ça... qu'attendent les jeunes sur le monde de l'entreprise de demain. Très bien. Alors aujourd'hui, on parle effectivement de la génération Z. Il faut faire attention à ne pas enfermer, comme vous le disiez au départ, dans des cases. Alors en 2025, ce sont 4 générations qui cohabitent dans une entreprise. On a, si on veut vraiment enfermer dans des cases, les baby boomers, qui sont nés entre 1946 et 1964. On a la génération X entre 65 et 80. La génération Y, c'est la mienne par exemple, entre 80 et 96. Et la génération Z, née entre 97 et 2010. Vous allez peut-être me contredire. Est-ce que c'est tant une question de génération ou plutôt d'époque dans laquelle nous vivons? Vous pouvez tous participer. Alors pour moi, c'est d'abord avant tout une question d'époque. Un jeune aujourd'hui qui a 20 ans n'a pas les mêmes comportements qu'un jeune de 20 ans il y a 30, 40 ans ou 50 ans. On est face à une société de multicrises politiques, sociétales, philosophiques, guerre des attentats, l'impact de la crise de la Covid-19 qui est venu réveiller et accentuer des tendances qui sont très fortes. Ce n'est pas un phénomène de mode, on est vraiment sur des grandes tendances. Aujourd'hui, on parle énormément de quêtes... de quête de sens, de santé mentale et morale. Avant, on parlait pas de ça, c'était un peu tabou. Aujourd'hui, les jeunes osent parler de ces questions-là. Recherche de flexibilité, un autre rapport au travail, besoin d'équilibre de vie pro, vie perso. Donc, je pense que c'est une affaire d'époque. Et au-delà, quand on définit le terme de génération, on ne peut pas uniquement utiliser le terme d'âge. Sinon, on parle de clash d'âge ou de cohorte. D'accord ? On doit vraiment être sur d'autres critères. Moi, je vois en fait des jeunes qui sont différents selon le fait de faire des études, de ne pas en faire, selon le milieu social, selon l'éducation, le fait d'être en France ou dans un autre pays. Donc il y a plein de critères qui rentrent en compte. Bien évidemment, il y a des grandes tendances, il y a des choses qu'on va retrouver, comme la digitalisation, comme le rapport à l'autorité, mais il y a aussi des différences qui sont perfectibles et qu'il faut noter. Donc les jeunes ne sont pas tous les mêmes. Et je pense même, pour aller un peu plus loin, c'est que cette nouvelle génération a su s'adapter très rapidement à ces nouveaux contextes économiques. Parce que notre génération a peut-être plus de mal, justement. Moi, je trouve que la génération Z est beaucoup plus réactive et s'adapte beaucoup plus rapidement. Et ça, je trouve que c'est un point qu'on ne met pas assez en exergue. Et un point qui me paraît, moi, central, c'est l'accès à l'information. C'est une génération qui a été habituée à avoir un accès à l'information qui est très rapide, qui est quasi immédiat. Donc, derrière, et vous en parliez tout à l'heure, l'idée de dire, mais en fait, moi aussi, j'ai accès à la même information que toi, qui devrait être mon supérieur et qui va me donner l'information. Donc, ton travail, en tant que supérieur, il doit être autrement, il doit être de faire autrement, il doit être de me donner autre chose que simplement une information que, par ailleurs, je peux aller chercher très rapidement sur Internet, pour être très simple. Vous parliez d'un sujet qui est central et qui, chez nous, en tout cas, est central, c'est celui de l'intrapreneuriat. C'est un sujet justement majeur. Nous, on y travaille beaucoup parce qu'on pense que c'est justement l'un des axes d'amélioration sur la génération Z. C'est celui qui permet de donner à la fois un cadre, celui de l'entreprise, et celui de l'autonomie. Puisqu'en fait, c'est vraiment une entreprise dans une entreprise. En fait, c'est vraiment développer son secteur à l'intérieur d'une entreprise et avoir une forme d'autonomie, évidemment avec des comptes à rendre, etc. C'est pas ça. Mais ça permet justement de répondre en partie à une vraie demande que nous, on a vue sur la génération Z, en tout cas sur cette jeunesse, qui est de dire j'ai besoin d'autonomie. J'ai besoin d'avoir un pouvoir de décision, même s'il n'est pas complet et intégral.
D'ailleurs, Pascal, je vais rebondir sur vous. Alors, les juniors entreprises, elles jouent un rôle crucial dans la préparation des jeunes à leur entrée sur le marché du travail. Pourquoi déjà ces associations, elles ont été créées au départ ? L'envie était de répondre à un besoin qui était celui de faire le pont entre les études et le monde du travail. Je rappelle que la confédération que je représente, la Confédération nationale des juniors entreprises, a plus de 50 ans. Donc c'est quand même un mouvement qui a déjà une ancienneté. Maintenant, effectivement, on a des stages, maintenant on a des alternances, mais il y a une cinquantaine d'années, ce n'était pas tout à fait ça. Donc l'idée, c'était vraiment de dire comment moi, en tant qu'étudiant, je m'adapte le plus rapidement possible aux exigences de l'entreprise, tout en étant encore étudiant. Donc en fait, ont été créées les premières junior entreprises avec des étudiants qui ont décidé de se rassembler sous forme associative, hein, bien sûr, pour travailler comme une entreprise, comme une petite structure qui va aller proposer ses services, soit aux entreprises privées, mais aussi au secteur public. Depuis, ça a évidemment pris de l'ampleur. On est quand même plus de 25 000 en fait, à l'intérieur de ce réseau. On a plus de 200 structures de junior entreprises tout au sein de la France et dans quasiment toutes les écoles de commerce, toutes les écoles d'ingénieurs, pas mal d'universités, et puis autres. On a par exemple l'école du Louvre, enfin on a aussi des choses assez particulières. Mais voilà comment s'est constitué en fait le mouvement. Très bien. De votre point de vue, comment les entreprises elles peuvent justement mieux intégrer les jeunes talents ? On en parlait, il faut d'abord les écouter, les entendre. Il y a une vraie demande d'autonomie, quand même, et une forme de liberté à l'intérieur de l'entreprise. Nous, on a fait un baromètre. Le premier a été publié l'année dernière, en octobre 2024. Et il révèle deux choses super intéressantes. La première d'entre elles, c'est tous ces jeunes ont envie de créer. Plus de 70% ont envie de créer leur entreprise, hein, même si ça reste un fantasme, en tout cas un désir, puisque la réalité n'est quand même pas tout à fait celle-ci. Hein. Sur les moins de 30 ans, on est à peu près 9% chez les hommes, on est à quasiment 7% chez les femmes. Donc il y a quand même une dichotomie. Mais il y a une vraie volonté de créer. Et puis on s'est aussi aperçu que finalement, ils aimaient l'entreprise. C'est une génération qui aime l'entreprise, mais derrière, qui a un certain nombre d'exigences. On parlait tout à l'heure de valeurs, on parlait d'éthique, on parlait de RSE. Ça ne doit pas simplement être de l'affichage. Oui, bien sûr. Il faut qu'ils puissent le constater réellement à l'intérieur des entreprises. Sinon, ça ne marche pas. Et un autre enseignement que nous, on a pu voir et que moi, je sentais intuitivement, puisque je travaillais avec eux au quotidien, c'est mais en fait, si ça ne me correspond pas, je m'en vais. Très simplement, si ça ne me correspond pas, je m'en vais. Mais sans travail derrière ou sans autre chose, c'est pas très grave. Ah oui. Il y a une forme de liberté que je crois les générations précédentes n'avaient pas. Ils ont moins peur, j'ai l'impression. Ils sont, comme vous disiez, ils sont dans l'instant présent. En fait, ils vivent dans l'instant présent, donc il y a un autre rapport au temps et à l'avenir. Pour les anciennes générations, le rapport au temps était linéaire. Voilà, on passait d'une étape à une autre sans aller-retour. Aujourd'hui, le rapport au temps, je dirais qu'il est circulaire. Et donc, on est dans la culture un peu de l'essai-erreur, la culture de l'expérimentation. On peut se tromper, on peut revenir. Et les jeunes sont prêts à partir, mais sont prêts à revenir. On l'appelle la génération boomerang. Alors qu'avant, quand on quittait une entreprise, on ne revenait pas. Puis il y a une forme d'ego aussi, on ne revient pas, parce que tout dépend comment ça s'est terminé. Si ça s'est bien terminé, on peut revenir, effectivement. Si ça s'est mal terminé, en général... on n'a plus envie. On n'a plus envie. Alors, je vais parler maintenant de l'environnement de travail, parce que vous disiez justement, je vais rebondir là-dessus, que les jeunes aimaient l'entreprise. Alors, on sait que l'environnement de travail, il peut avoir un impact énorme sur la productivité et l'engagement des employés. Thierry, vous êtes chez LBC, hein, vous êtes le dirigeant d'LBC, le bureau contemporain. L'aménagement des bureaux, c'est un domaine dans lequel, du coup, vous êtes expert. Déjà, LBC, ça existe depuis combien de temps ? Nous, ça fait 42 ans, 1983, donc j'ai vu... Vous êtes fidèle, hein, vous êtes fidèle à l'entreprise. Moi, je suis un vrai fidèle. Mais ceci dit, dans mon entreprise, j'ai nombre de salariés qui ont entre 15 et 38 ans d'ancienneté. Wow. J'ai su fidéliser l'ensemble des générations. Et comment vous avez fait ? De l'attention portée, la fameuse symétrie des attentions. Plus tu portes de l'attention à quelqu'un, plus il te le rend. Ça, c'est un premier critère. Deuxièmement, des aménagements réussis. C'est ça, aujourd'hui, les jeunes, surtout les jeunes, ils veulent aller dans des ambiances qui leur sont propres, où ils peuvent évoluer dans des fonctions tout au long de la journée différenciées. La flexibilité, la modularité, des espaces agréables, flexibles.
On va dans la tisanerie, la cafétéria pour travailler. Là, on voit d'ailleurs, ici par exemple, c'est un aménagement que vous avez effectué dans quelle entreprise, si on peut la citer? Alors, je ne pourrais pas la citer parce que c'est une entreprise qui ne souhaite pas qu'on communique sur son nom, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est une entreprise qui porte une attention forte à ses salariés. Donc là, on est dans des espaces très hybrides. Là, vous voyez une forme de table très agréable où on vient travailler, on est plutôt en mode équipe. On ne vient pas faire ses mails sur cette table-là. On peut venir s'asseoir dans des canapés à côté, il y a des petites cabines pour s'isoler. Là, on est sur une entreprise qui croit que les espaces sont source de productivité, de bien-être, de fidélisation. On parlait de fidélité tout à l'heure. L'attractivité de la marque employeur, elle se joue aujourd'hui sur les aménagements d'espace. C'est pourquoi j'irais travailler dans cet immeuble plutôt que dans un autre, ou dans ce lieu de vie plutôt que dans un autre. C'est parce qu'on y porte plus attention, c'est plus confortable, il y a plus d'ergonomie, on peut échanger, on peut se former, on peut discuter librement. Et ça, les générations, la fameuse génération Z, attend beaucoup des entreprises dans ce genre d'aménagement. Ce type d'aménagement, là, c'est une salle de réunion, j'imagine? Alors ça, c'est une salle de réunion, on va dire aujourd'hui, ce qui est important, c'est la visio aussi. Voilà. Quand on équipe bien ces salles pour avoir des visios confortables, parce que là, on est dans un aménagement de type restauration, cafétéria, très agréable. Lumineuse, très végétale, cette très pièce. lumineuse. Oui. On prend du plaisir à aller s'installer dans ces espaces. Les générations nous le réclament. Et je peux vous dire, il y a quelque chose qui a changé depuis peu de temps. C'est quand les jeunes viennent se faire recruter, ils demandent souvent à visiter les espaces. Ah oui? C'est important pour eux. Parce que hier, vous arriviez, vous étiez dans le bureau du DRH ou le bureau du patron, et vous n'aviez même pas eu de visite d'entreprise. Aujourd'hui, souvent les entreprises organisent une visite de leurs espaces de travail parce que les jeunes vont comparer. Comme si on visitait un appartement à louer. Mais c'est exactement ça. C'est aujourd'hui, quand vous allez visiter un appartement, vous allez choisir celui dans lequel vous vous sentez le mieux. Bah oui, mais c'est la même chose pour les entreprises. À préciser que l'entreprise, c'est, je ne sais pas le pourcentage exact, mais on y passe énormément de temps. Alors, on y passe un peu moins de temps depuis l'hybridation des modes de travail, on va y revenir avec le télétravail. Malgré tout, quand on va dans l'entreprise, on souhaite s'y sentir bien. Et aujourd'hui, c'est un critère d'embauche, c'est un critère de fidélisation, parce que si les jeunes se sentent bien dans ces espaces, ils vont avoir envie d'y revenir, et peut-être qu'ils abandonneront un peu de télétravail pour y avoir un peu plus de présence en entreprise. Vous savez, aujourd'hui, les entreprises réfléchissent même à monter des after-work en interne. Avant, on sortait, on allait dans le café. Dans le bar d'en face. Maintenant, il y a des entreprises qui installent des vrais lieux où, à partir de 17h, 18h, vous vous retrouvez tous. Et c'est des vrais moments conviviaux, d'échange. C'est ça qui nous différencie par rapport à cette génération. Justement, des endroits, des vrais lieux qui peuvent s'ouvrir sur l'extérieur. Alors aujourd'hui, on ne va plus travailler autour d'une table, on va travailler dans une tisanerie, on va travailler sur un rooftop. Ouais. Il y a des entreprises qui choisissent des nouveaux immeubles. Ils vont choisir le plus beau rooftop parce qu'ils veulent avoir la plus belle vue. Ils vont choisir un jardin intérieur où il y aura une petite fontaine, des poissons. Je grossis le trait, mais on n'est pas loin de ça. Aujourd'hui, la priorité, c'est le bien-être. Et ça, il faut le reconnaître, c'est vraiment la demande de nos générations. Je reviendrai à vous, et on dit juste après. Je veux juste qu'on termine avec vous, Thierry, que vous nous expliquiez ici où l'on est. Alors là, on est chez un de nos clients importants et qui souhaitait avoir une salle pour discuter, pour échanger, pour écouter une personne en position un peu professeur, mais dans une ambiance sympathique, moderne, lumineuse, innovante, parce que derrière, il y a de la technologie. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie de ces espaces où quand vous faites la fameuse visite de l'entreprise et que le jeune se promène dans ces espaces-là et qu'il voit ça, il se dit, cette boîte-là, elle est branchée. Ouais. Et ça me plaît. Elle est branchée, elle fait attention aux collaborateurs. Elle les chouchoute. Cette fameuse attention portée. Ouais, tout à fait. Ici... Toujours pareil, ces espaces un peu modulables, flexibles. Hier, on ne faisait que venir manger ou boire éventuellement un café le matin. Maintenant, on vient y travailler toute la journée. Mais vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que ces jeunes, ils aiment bien avoir les petites collations tout au long de la journée. Ils vont acheter un pain au chocolat, un jus d'orange. Ils vont discuter. Ils vont avoir l'impression de travailler dans des espaces beaucoup plus agréables, beaucoup plus confortables et beaucoup plus bienveillants. C'est ça qui est important. On a eu des études sérieuses sur les salles de réunion, des tables à un niveau bas. Les gens se sentaient en position de soumission quand la personne était debout. C'est pour ça qu'on fait des tables de plus en plus hautes pour être au même niveau que les interlocuteurs. On en est même à réfléchir en termes de produits, de hauteur de produits, de forme, de coloris, justement pour coller à ça. Élodie, vous vouliez... Oui, non, je dis c'est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, les entreprises disent même, voilà, la QFT, le bien-être au travail, c'est has-been. Moi, on vient me chercher aujourd'hui pour parler justement de la santé mentale, qui est une vraie question clé. Et même les entreprises se disent aussi, mais jusqu'où on doit aller
hein, parce que voilà, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas forcément tout résoudre. Mais en tout cas, c'est clair que le cadre et le lieu de travail, les jeunes le disent, on ne veut pas aller dans un lieu de travail, on veut aller dans un lieu de vie. Et on voit, voilà, au travers de tous ces exemples, que les espaces sont ouverts. J'avais aussi interviewé un directeur d'hôtel dans le cadre de mon bouquin. Il expliquait bien, en fait, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est l'expérience. Les jeunes, d'ailleurs, le disent. On les appelle, même moi, j'appelle la génération post-matérialiste. Ce qui compte, c'est pas posséder, c'est pas avoir, mais c'est vivre une expérience pour la partager. Et quand ils se retrouvent comme ça dans des lieux en entreprise, où on est vraiment sur des lieux ouverts, collaboratifs, eh ben, c'est l'occasion justement d'échanger, d'apprendre, de se socialiser. Et très généralement, les jeunes, pendant 2 ans, après la sortie d'école, eux, c'est pas eux qui réclament du télétravail. Eux, ils veulent aller dans l'entreprise pour apprendre, pour transmettre des informations, pour se former, pour se socialiser. Le lien social, c'est une compétence qui est complètement innée. Si on reprend les travaux de Ryan et Deci sur les théories des motivations, comme le besoin d'autonomie, comme le besoin de se former. Le lien social, c'est quelque chose d'inné. On l'a un peu perdu pendant cette période de la Covid-19, où les jeunes étaient hyper en souffrance. Et on voit bien que le smartphone, ça a permis d'approfondir une relation, mais pas de la créer. Et donc aujourd'hui, ils réclament pour revenir dans l'entreprise, alors je ne dis pas 100% présentiel, plutôt en mode, on pourra en reparler, mais hybride. Et on voit bien qu'en mode hybride, d'ailleurs, on tend à être 15 fois plus créatif, 25% de plus productif. Donc ça a été aussi des études qui le montrent. Et donc, en fait, ces jeunes sont avant tout en fonctionnement réseau. On voit bien, ils sont tous sur les réseaux sociaux. Donc, avant tout, ils ne vivent pas seuls. Ils arrivent toujours à dire, on arrivera à s'en sortir demain grâce à notre bande de copains, grâce à notre tribu. Parfois, il y a même des boîtes qui parlent de tribu. Ils ont envie d'être avant tout fidèles, non pas forcément à l'entreprise, mais à leurs collaborateurs. Et donc, pour favoriser justement cette culture d'appartenance, ce lien qui est extrêmement fort, justement, je pense que voilà, tout ce que vous faites, et bravo, bureau contemporain et tout le cadre de vie que vous y mettez, ça permet justement de renforcer les liens et d'avoir une vraie culture d'appartenance à l'entreprise. Cette génération, on le voit, elle est sans doute moins tournée vers l'autorité, enfin pas du tout. Le salaire encore moins, plus axé sur la quête de sens, comme on le disait au début, et puis les valeurs humaines. Ouais, alors non, quand on parle de salaire, je dirais pas pour moi, toutes les générations, le premier critère, ça reste le salaire, mais ça ne suffit pas. Et quand on parle de rapport à l'autorité, ils ont besoin de cadre. Moi, je parle du management par le vide organisé. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, à un moment, il y avait la mode de cette fameuse entreprise libérée. Ça leur correspond pas. Moi, je le vois avec mes étudiants, ils ont besoin d'énormément de feedback. Un peu comme l'éducation positive quand on est enfant. Le manager coach qui donne du feedback, et justement, donc, le but, c'est de retourner aussi dans l'entreprise, d'échanger et d'être dans une culture de feedback en 360 degrés. Nous, clairement, sur notre baromètre, c'est exactement ça qui apparaît. Quels sont les critères, finalement, pour aller dans une entreprise ? Qui était une question simple, mais la première d'entre elles, c'est quand même le salaire et tous les avantages qui y sont liés. C'est évidemment l'un des moteurs pour attirer les talents. Mais le deuxième, c'est le bien-être. Est-ce que je vais bien me sentir dans l'entreprise ? Est-ce que cette entreprise, finalement, elle a envie de moi ? Est-ce qu'elle me considère comme un individu à l'intérieur de la structure, en fait ? C'est ça le truc. S'ils ne se sentent pas considérés, de toute façon, nous on l'a vu, ils partent. D'ailleurs, Pascal, les juniors entrepreneurs, est-ce qu'ils entrent sur le marché quand ils entrent sur le marché du travail, est-ce qu'ils sont confrontés à des déceptions en entreprise ? Alors, être junior entrepreneur, c'est travailler quand même un peu plus que les autres étudiants. Tout de même. C'est un engagement. Nous, on parle vraiment d'engagement. C'est un engagement en plus de ses études et quelquefois en plus de son stage. Donc, ça fait beaucoup de choses. Mais ça veut dire aussi une acquisition en fait, de compétences qui est extrêmement forte. Tout ce qui va être soft skills, enfin, quand vous dirigez une structure comme une junior entreprise, vous allez les acquérir en fait, de manière douce, sans même vous en apercevoir. Mais le travail en équipe, l'échange, le fait d'aller en clientèle, le fait de concevoir une proposition commerciale, tout ça fait quand même naître derrière un certain nombre d'exigences et de demandes supplémentaires pour les juniors entrepreneurs. Alors nous, on travaille, je ne sais pas si je peux en parler, mais avec un institut qui justement mesure un peu la différence entre un étudiant lambda et un étudiant junior
entrepreneurs. On s'aperçoit qu'il y a quand même une demande pour une carrière un peu plus rapide, pour avoir une lisibilité sur cette carrière, c'est-à-dire qu'il puisse savoir où il va se trouver dans quelques temps, d'avoir une autonomie et une prise de responsabilité qui sont un peu plus rapides. Donc, on a compris, les juniors entreprises, vous accompagnez les étudiants tout au long de leur expérience. Est-ce que selon vous, les entreprises, comment les entreprises peuvent s'inspirer de ce que vous mettez en place, de ce modèle, pour assurer la montée en compétences et la fidélisation ? Nous, un point clé, c'est le mentorat. Le mentorat entre jeunes, enfin, il est extrêmement fort. Alors, on est aussi accompagné par des entreprises qui sont nos entreprises partenaires, qui vont aussi faire monter en compétences l'ensemble de nos étudiants, attention. Mais ce mentorat aussi entre jeunes, il existe beaucoup. C'est-à-dire que nous, dans nos congrès, on a 2 congrès annuels et 14 congrès régionaux, donc ça fait quand même beaucoup de temps de rencontres tout au long de l'année. Et on s'aperçoit que sur ces congrès, en fait, on a des juniors, des juniors entrepreneurs, qui vont aller former d'autres juniors entrepreneurs pour leur donner un certain nombre d'éléments, puisqu'en fait, on a un parcours, une junior entreprise, exige un certain temps avant de pouvoir avoir la marque junior entreprise. Mais tous ces jeunes, en fait, ils sont formés par d'autres jeunes. Donc, je pense qu'à l'intérieur d'une entreprise, c'est aussi ce qui se met en place. De toute façon, ça fait quelques années que maintenant, le mentorat, on en entend beaucoup parler. Pourquoi ? Parce que c'est une vraie transmission. Et nous, on insiste sur un point, c'est ce mentorat entre jeunes. C'est-à-dire qu'il y a une facilité, en fait, pour transmettre l'information quand on est un peu de la même génération. C'est-à-dire quand on se parle, quand on se comprend, quand le langage est le même, finalement. Et après, je pense que quand on parle aussi de mentorat, c'est aussi important de parler de mentorat, transmission dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on apprend à n'importe quel âge. Quand on parle aussi, par exemple, des seniors, très souvent, on parle trop des seniors et des plans de fin de carrière et de retraite. Et les seniors disent aussi, mais nous aussi, on a envie d'être formés et on a une vraie richesse, on a envie de continuer. Et donc, je pense que ce qui est important, et c'est ça qui est beau, c'est de se dire, alors même moi, en étant prof en école de commerce, mais en fait, on apprend tous les jours, au quotidien, et les jeunes veulent apprendre au-delà des frontières de l'école. Aujourd'hui, on est dans une société qu'on appelle plus solide mais liquide. On peut apprendre au-delà de l'école, via la vie associative, en entreprise, dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est un peu, je ne fais pas du teasing, mais j'en parle quand même, mon 2e bouquin qui est le défi du management intergénérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas parler de multigénérationnel où on cherche à multiplier les générations, mais on est plutôt sur comment faire du lien entre les générations. Et la formation et la compétence, c'est un élément clé qui fait du lien. Les seniors sont heureux d'apprendre aux plus jeunes. Donc là, on est sur de la socialisation classique en termes d'expérience, de savoir-faire, de savoir-être. Mais les jeunes ont aussi des compétences qui sont dans le domaine du digital, dans le domaine de la RSE, dans le domaine des langues, parce qu'ils sont toujours ouverts sur le monde, etc. Et ils sont aussi heureux d'apprendre aux plus anciens. Donc là, c'est la socialisation inversée. Et donc, comment peut-on, justement, en entreprise, favoriser ça pour générer du lien via des cadres de vie, mais aussi via, par exemple, la formation, avec des formations hybrides, avec des formations vraiment, qui sont accessibles tous ensemble pour n'importe quel âge. Et même dans les structures de onboarding, quand vous avez mis en œuvre, c'était chouette chez Magellan. Là, on peut se dire, on peut être même sur des structures de onboarding en mélangeant des jeunes, des moins jeunes. Parce que c'est ça qui est important. Un jeune se dit très souvent, moi je suis dans l'entreprise, après je me sens un peu perdu. Mais ça, après le processus de recrutement. L'accompagnement. Mais sur 6 mois, 1 an. C'est-à-dire que ce n'est pas juste 1 ou 2 réunions où on présente l'entreprise. Il y a un vrai processus d'intégration, avec des mentors qui sont là pour encadrer les jeunes. Mais les mentors se rendent compte que les jeunes leur apprennent aussi beaucoup de choses. Et ça, vous constatez que les entreprises le font de plus en plus, s'adaptent ? Non, mais clairement. Moi, par exemple, dans mon entreprise, j'ai une chance inouïe. J'ai du 18 ans et du 74 ans. Donc, je pense que j'ai une échelle d'âge qui est extrêmement large, mais ils s'enrichissent les uns des autres, se posent des questions, se challengent. Et je vois bien mes plus anciens, ils réclament à ce que j'embauche des jeunes pour justement profiter de toute cette essence dynamique, d'innovation, de novation, alors que les anciens, ils vont leur transmettre les valeurs sûres qui sont comprises de tous. Donc ce mélange intergénérationnel est essentiel à la réussite des entreprises. On ne peut pas avoir une entreprise qui est de la génération Z et une entreprise qui est de la génération X ou Y. Ça n'existe plus maintenant. Il faut ce fameux mélange intergénérationnel et c'est propice au développement des entreprises. C'est même stratégique. Et l'environnement de travail, le mobilier de bureau, tout ce qu'on met en place, justement, ça aide à peut-être intégrer cette différentes générations. Alors, on vient quand même de très loin. Fin des années 90, on était dans le stéréotype du bureau fermé. Quand on avait son nom sur la porte, c'était un statut social, on était heureux.
j'ai la sensation, hormis quelques exceptions, que la génération Z n'a que faire d'avoir son nom sur une porte. Exactement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du partage. Ils veulent de la formation, ils veulent être accompagnés. Et les espaces de travail, on ne peut même plus parler d'espaces de travail, on parle d'espaces collaboratifs, on parle d'espaces dynamiques, on parle du fameux espace informel dans lequel on va mettre la tisanerie, le rooftop, la salle de cinéma, la salle de repos, on peut tout imaginer. Mais aujourd'hui, les espaces de travail servent toutes ces attentes et besoins de cette nouvelle génération. Et ce qui est propice, c'est que même les générations actuelles profitent de cette demande de la génération Z. On s'enrichit beaucoup de leurs demandes. Parce que des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, je me rappelle d'un cas concret d'un grand groupe où ils venaient de passer du bureau fermé à des open space intelligents. Hein, on parle bien des open space intelligents. Les anciennes générations perdaient la photo de leurs compagnons sur le bureau, la petite plante. Il y avait une résistance au départ, mais accompagné de ces nouvelles générations, ils trouvaient en fait que c'était extrêmement dynamique de pouvoir échanger en tout lieu et de pouvoir mixer les fonctions de travail, les postures tout au long de la journée. Et au final, c'est un enrichissement permanent des deux côtés. Moi, je trouve que c'est extrêmement dynamique, extrêmement positif. Et les entreprises qui ne s'inscrivent pas aujourd'hui dans cette avancée, parce que je parle d'avancée, bien sûr, il y a un problème de fidélisation et il y a un problème surtout de recrutement. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, on dit qu'ils passent d'une entreprise à une autre. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Quand une entreprise sait porter de l'attention, sait mettre en place les bons outils, ils peuvent avoir des jeunes qui restent plusieurs années, voire feront leur carrière dans l'entreprise. En fait, les jeunes sont engagés et peuvent complètement s'investir. Complètement. Et donc, en fait, là encore, on est sur des stéréotypes quand on dit les jeunes sont zappeurs. Et après, moi, c'est clair que toutes les entreprises que je rencontre, il y a des cheminements qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui souffrent de ne pas être assez attractives, voilà, qui ont des images assez vieillissantes. Et donc là, ils doivent travailler véritablement sur l'attractivité. D'autres boîtes qui sont très attractives, mais les jeunes ne restent pas. Ils n'arrivent pas à les engager. Pourquoi ? Parce que voilà, ils répondent pas à ces questions-là. Puis d'autres qui sont très en avant et qui ont envie toujours d'avancer. Donc derrière, en fait, derrière tout ça, c'est clair qu'il y a aussi un rapport à l'autorité qui est complètement différent. Moi, je dis souvent, les jeunes sont face à une crise de la crédibilité des porteurs de l'autorité. Pour que le porteur d'autorité soit crédible, aujourd'hui, pour un jeune, c'est pas celui qui est au dernier étage de l'entreprise avec un grand salon, un bureau fermé, et donc ils vont se dire, voilà, c'est pas ce manager-là qui va être légitime, mais c'est plutôt le manager qui sera sur le terrain, qui n'est pas forcément fermé dans son bureau, mais qui n'a pas forcément de bureau, des fois, les jeunes nous disent. De moins en moins le bureau fermé. Exactement, mais bien sûr, et heureusement. Le bureau tend à disparaître. Voilà, mais ça existe. Il y a encore un peu de tout, mais ça c'est clair. Mais aujourd'hui, les jeunes, voilà, ils nous disent, nous, en fait, on va être aussi, on va travailler sur les soft skills, c'est-à-dire pour nous, un manager, voilà, qu'on a envie d'écouter, c'est un manager qui est exemplaire, c'est un manager qui est bienveillant, c'est un manager qui est dans le care, qui est dans la bienveillance, voilà, voilà, exemplaire et qui est véritablement humain. Et donc, Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement à trop être avec le dirigeant, entre guillemets, à se mélanger entre les statuts, d'un moment donné, l'autorité, entre guillemets, est un peu sabotée, où il y a une certaine forme de manque de respect? Non, moi si je reviens à ma notion d'aménagement d'espace qui est notre expertise, aujourd'hui on propose des lieux pour s'isoler. Un manager qui vient travailler au milieu de ses équipes, moi je trouve que c'est extrêmement riche, il va partager, il va comprendre, il va apprendre, il va être au courant de tout. Que le manager qui est dans son bureau fermé, il est isolé. Aujourd'hui, un manager, il préfère être au milieu de ses équipes pour échanger, parce que son entreprise lui demande d'être au contact des jeunes. Mais à côté de ça, on crée des espaces pour pouvoir s'isoler. Les fameuses cabines téléphoniques qu'on voit partout, des espaces fermés, et on peut aller s'isoler sur un rooftop ou dans une cafétéria. Mais pour moi, aujourd'hui, la vraie richesse d'une entreprise, c'est quand les managers ont compris qu'ils doivent être au milieu de leurs équipes. Et c'est là quoi les entreprises doivent former leurs managers. Et ça ne veut pas dire justement qu'il n'y a pas de cadre, en fait. Un manager est au milieu des équipes, mais il établit un cadre. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes ont besoin... Alors, c'est marrant parce qu'à un moment, j'avais interviewé un lieutenant dans le domaine de l'armée et j'ai posé la question, voilà, est-ce que les jeunes respectent encore l'autorité? C'est quoi la différence par rapport à avant? Il me disait, avant, oui, pas de problème. Aujourd'hui, on a besoin de leur expliquer, de prendre le temps de parler avec eux davantage, encore plus. Et moi, je vois même dans ma posture de professeur, avant j'étais professeur sachant, il y a 10 ans, on était en mode amphi, en mode vachement descendant. Aujourd'hui, ça marche plus. Ça marche plus. C'est-à-dire qu'on doit être un professeur coach, on doit faire beaucoup plus de feedback. Ils m'écoutent, j'établis un cadre, mais j'apprends aussi par eux. Donc on est dans un système de collaboration. D'échange. On est sur un système d'échange. Mais c'est pareil avec nos enfants.
dans la famille. Exactement. Nous, on l'a, hein, cet échange, très clairement. Vous l'avez vu d'ailleurs dans nos locaux, Claire, il n'y a pas de bureau en fait. Non, tout est ouvert. Tout est ouvert, il y a une grande table. Et puis vous mélangez tout le temps moi, aux tout le temps. étudiants. De toute façon, c'était même le cadre dans lequel je me suis moi-même imposé en fait de travailler en me disant, moi, si je ne suis pas au milieu d'eux, ça ne va pas aller en fait, parce qu'il va me manquer justement d'informations. Vous serez à la traîne à un moment donné. C'est ça. L'information, elle circule dans tous ces temps qu'on va appeler les temps connexes, en fait, où on va prendre un café. Mais là, maintenant, on prend un café, on travaille en même temps. Là, on mange et on travaille un peu en même temps. Enfin, on fait des choses en même temps. Permanent. Et c'est ça. Et c'est ce flux d'informations, en fait, qui permet, en fait, à la structure d'être plus smart, plus dynamique. Ouais. Après, il ne faut pas se leurrer, toutes les entreprises ne sont pas comme ça. Hein. Ouais, mais alors, pour rebondir sur les propos d'Élodie, malgré tout, le manager respecté, c'est quand même le manager exemplaire et qui fait tout comme eux. Oui. C'est celui-là qui est respecté, c'est celui qui comprend ces nouvelles générations, leurs attentes. Oui, qui va sur le terrain, qui va sur le terrain, qui fait les choses. Justement de formation. Oui, c'est ce que j'allais dire. Élodie, comment vous formez justement ces entreprises? Vous proposez des formations? Ouais. Alors, là, on est où, par exemple? Alors là, j'étais au Crédit Agricole. Je suis déjà intervenue plusieurs fois pour eux, mais pour plein d'entreprises, hein, que ce soit des grosses entreprises, des PME, des PMI, la fonction publique, des secteurs privés. Enfin, c'est extrêmement large. Je pense que le premier élément d'abord, c'est d'apporter un éclairage sur qui sont les jeunes aujourd'hui. Et moi, très généralement, quand je parle des jeunes, je ne parle pas d'abord des jeunes au travail. Je parle d'abord des jeunes dans la société. Parce que les jeunes dans la société, ils ont un autre rapport à la consommation, à l'école, à leur groupe de pairs, à l'autorité, au bonheur, au temps, d'accord, à la vision, à l'avenir. La crise de la Covid-19, quel a été l'impact à la planète, mais sur eux et encore 5 ans après. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une approche très générale, très holistique, pour ensuite mieux comprendre leur rapport au travail, attractivité, fidélité, leadership, notion de métier, compétences. Voilà, il y a plein de domaines. Alors, je ne travaille pas comme sur un business model en disant « Ok, vous avez une boîte à outils, vous adaptez ça, et tout marchera bien. » Dans le cadre de mes bouquins, voilà, on peut dire on peut pas réagir comme ça. C'est comme avec nos enfants dans l'éducation, c'est de l'écoute, de la collaboration, de l'échange. Mais par contre, c'est important d'avoir des clés et d'avoir une vraie compréhension. Et la vraie compréhension, d'abord, c'est, je pense, pour chacune des générations, lever tous les stéréotypes et les préjugés qu'on peut avoir. Parce qu'on tend, dans notre cerveau, à utiliser des autoroutes cognitives en disant, voilà, c'est blanc, c'est noir, c'est solide, c'est liquide, où on est beaucoup sous un système binaire. Et il faut changer ces systèmes binaires pour être sur un modèle qui est beaucoup plus global, systémique, holistique, et comprendre les vrais phénomènes. Donc en lisant, en faisant des ateliers, et selon vous, d'où viennent ces stéréotypes justement qui sont réducteurs? On en a, c'est né comme ça. Il y en a partout, c'est tout le temps. Il y en a toujours eu. Quelquefois, ils sont amplifiés. Quelquefois, non, ils ne sont pas amplifiés. En fait, c'est fluide. Hein, vous parliez tout à l'heure. Voilà, c'est totalement fluide. Mais nous, très clairement, on a déclenché un baromètre et on veut le renouveler d'année en année pour cette raison-là. C'est moi, j'en pouvais plus de voir des clichés tous les 5 minutes sur la génération Z qui veut pas travailler, les jeunes qui sont tous feignants, les jeunes qui remettent en cause l'autorité, ce qui est complètement faux, en fait. Sauf que pour ça, il faut un tout petit peu le mesurer. Il faut juste un tout petit peu écouter. Mais moi, je le voyais bien au quotidien. Je me disais, c'est pas possible. Enfin, je travaille avec des jeunes qui sont engagés de manière permanente. Je comprends pas, quoi. On est, vous êtes dans le dur, vous voyez ça sur le terrain. Donc je le vois tous les jours. Hein. On a une structure qui fonctionne quasi H24. Hein. Quand il n'y a pas les salariés, évidemment, qui sont sur leur temps de travail, on a nos jeunes qui vont le soir aller travailler. Les week-ends. Le week-end, absolument. Nos congrès sont le week-end. On a quand même aussi des entreprises qui nous accompagnent et qui arrivent à envoyer aussi des salariés le week-end, donc c'est top. Il y a une vraie motivation. On est super content. Mais c'est vrai que tout est parti de cette idée de cliché qui était... J'en pouvais plus. C'est bien, on les déconstruit aujourd'hui. Il faut les déconstruire. Depuis tellement longtemps. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, nos aînés nous disaient... Bien sûr, ça a toujours existé. Donc je pense que ça s'amplifie de plus en plus, mais ça a toujours existé. Prenez les philosophes, de toute façon, il y a des gens qui bossent. Prenez les philosophes, Socrate et Platon disaient les jeunes ne respectent pas l'autorité à l'époque. Voilà. Et voilà, c'est notre manière de fonctionner. Notre cerveau, voilà, utilise des autoroutes cognitives qui sont très rapides. Et donc, pour ne pas réfléchir, on a des clichés, mais sur plein de trucs, sur les jeunes, sur les seniors, sur nos modes de vie, sur la manière avec laquelle on se comporte.
Sur l'intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle, surtout en fait. Oui, en fait, exactement. surtout. Alors justement, je rebondis sur l'intelligence artificielle et ce n'est pas pour rien. On disait qu'aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'était l'échange entre les différentes générations pour s'apprendre des choses. Les jeunes, pas que les jeunes, les seniors peuvent aussi bien maîtriser l'IA. Les jeunes, aujourd'hui, c'est quand même leur truc. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir transmettre à ces générations un peu plus âgées le fonctionnement de l'intelligence artificielle, de ne plus en avoir peur, mais au contraire de savoir l'utiliser. Alors la génération Z, ça représente justement les natifs de l'intelligence artificielle. Et ils sont donc les mieux préparés à pouvoir en parler, à pouvoir peut-être apprendre aux générations plus anciennes. Alors, il y a une récente enquête qui a été menée par Into et Workplace Intelligence qui dit que l'IA est aussi devenue une source de conseils de carrière pour de nombreux employés, notamment ceux de la génération Z. Et l'enquête, elle a interrogé plus de 2000 travailleurs américains qui révèlent que 47% des employés de la génération Z disent obtenir de meilleurs conseils de carrière de ChatGPT que de leur manager. Alors, okay. Élodie, désolée pour vous, c'est une enquête. Est-ce qu'elle est bien sérieuse ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, je donne le chiffre, mais Élodie, comment l'IA, elle peut influencer les attentes de cette génération vis-à-vis des entreprises et des modes de travail? Ouais. Alors après, il faut faire attention quand même, parce que moi, je vois mes étudiants qui directement vont sur ChatGPT, qui ont des réponses et qui pensent que tout est vrai, tout fait, tout est direct, comme sur Wikipédia, comme sur Google. C'est ça. Et donc là, ils ont besoin justement des anciennes générations disant, voilà, prenez un peu de recul sur l'information recherchée, essayez justement de compléter les infos et de se dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fake news, qu'est-ce qui est... comment prendre du recul sur l'information recherchée, parce que leur cerveau, ils fonctionnent, ils ont le même cerveau, même s'ils sont jeunes, mais il y a des connexions qui sont différentes parce qu'ils sont vraiment dans l'instantanéité, dans l'immédiateté. Par contre, ils ont du mal à prendre du recul sur l'information recherchée. Et pour eux, si on leur pose la question, c'est pareil, avec le télétravail. Est-ce que tu vas être en 100% remote? Est-ce que tu vas être en 100% avec l'IA? Ils nous disent non. Le lien social est hyper important. L'IA est un outil qui accompagne, mais qui ne remplace pas l'humain. Qui fait gagner du temps. Et qui fait gagner du temps. Clairement, voilà. c'est ça. C'est un outil. C'est un outil qui doit être à côté et dont il ne faut pas avoir peur. Quand même. Bon, on sait que l'IA, dans les années à venir, enfin, ça va être à la fois destructeur d'emplois, très clairement, sur certains types d'emplois, mais ça va être aussi créateur d'emplois. C'est cette balance qu'il va falloir, qu'il va falloir juger. Absolument. Et, ils ont peur, les jeunes, chez vous, justement? Non, ils se disent, est-ce que ça va piquer nos fonctions? Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Alors, d'abord parce que nous, on a un mouvement aussi où il y a quand même beaucoup d'ingénieurs. Donc déjà, on a des data science dans tous les sens qui sont au cœur de ce réacteur-là et d'ailleurs qui mettent dans leur proposition commerciale, puisque c'est une force, mais qu'ils l'utilisent comme un outil. C'est un outil qui doit être à côté de nous. Il n'y a même pas de débat. Moi en interne, très simplement, ChatGPT, je l'ai toujours à côté de moi. Rien que pour une chose, corriger mes fautes d'orthographe. Enfin, si j'envoie un mail ou si j'écris un document, je souhaite qu'il n'y ait pas une seule faute, au moins par respect pour les autres. Ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne parfaitement bien. Il faut juste savoir bien l'utiliser. Mais c'est rien. Et là, pour le coup, les jeunes, moi, ils m'aident. Pour le coup, là, je prends de leur expérience, écrire un prompt, savoir comprendre l'IA. Moi c'est très simple. Quand j'ai commencé, c'est mon premier président de l'époque qui m'a dit il faut utiliser ChatGPT, c'est pas possible que tu ne l'utilises pas. Et donc j'ai découvert, il m'a fait découvrir l'IA. Et depuis, enfin, c'est devenu un outil. C'est un outil de travail. Je le prends comme un outil, avec le recul suffisant. Évidemment, je veux pas. Enfin, il faut un recul critique. Il faut quand même faire attention. Si je fais un copier-coller, enfin, vous êtes bien sûr qu'il y aura plein de bêtises. Voilà, c'est ça. Il faut relire quand même. Mais c'est un outil dont on ne peut pas se passer. Oui, bien sûr. Parce qu'il fait gagner beaucoup de temps. Ouais. Évidemment. Et Thierry, justement, avec la digitalisation, pas un terme qui est facile, avec la digitalisation des espaces et la montée de l'intelligence artificielle dans l'aménagement des bureaux, comment ces nouvelles technologies peuvent-elles contribuer à rendre les lieux de travail plus attractifs? C'est formidable. Parce qu'en fait, l'IA, elle se nourrit de bases de données, c'est du data. Plus on la renseigne, plus elle est productive, plus elle va faire des recherches. Et nous, typiquement, quand vous renseignez bien toutes les bases de données, et par exemple, on renseigne toutes les attentes et les besoins de ces générations. Quand on interroge l'IA pour un aménagement, lui, il va savoir nous dire qu'il faut tant d'espace de ce type. Il faut positionner plutôt la cafétéria à cet endroit-là. En plus, l'IA, au-delà d'être un conseil, parce que là, il va nous apporter du conseil. Alors, comme il expliquait, il
faut le prendre avec toute la mesure possible. C'est-à-dire qu'il va vous donner des conseils qui sont pertinents, mais nous, de par notre expérience, on va pouvoir accompagner un petit peu ces données. Mais ça va bien au-delà maintenant. L'IA, elle est capable en un temps record de vous digitaliser des espaces, de vous créer des espaces en images 3D photoréalistes incroyables, où quand vous produisez ça de manière classique, vous mettez des jours et des jours avec toutes les notions de calcul, l'IA, en l'espace de 2-3 heures, en ayant bien fourni, elle vous fait un rendu exceptionnel. C'est encore une fois du gain de temps, mais surtout de savoir répondre précisément aux attentes et aux besoins. Donc l'IA est un outil structurant, aidant et faisant gagner du temps. Alors on arrive malheureusement à la fin de cette émission. J'ai une dernière question. C'est quoi le modèle de travail dans 10 ans? Dans 10 ans, on est sur quelle génération? La génération alpha? La génération alpha. La génération alpha. Oui. C'est quel âge, la génération alpha? Enfin, c'est quel, ça va être... Là, ils sont petits. Là, Là, ils sont petits. C'est des ados? C'est des ados? Ouais. Même pas encore, plutôt des enfants. Hein. Oui, même encore. Ils vont arriver vers 2030 sur le monde du Alors, travail. c'est quoi le modèle de travail avec cette génération? Ça sera l'hybridation, ça j'en suis persuadé. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'une entreprise, si elle veut fidéliser et recruter, il va falloir qu'elle partage son temps. On a besoin de leur proposer du télétravail, parce que le télétravail est extrêmement utile pour des tâches basiques, répondre à ses mails, réfléchir sur un sujet. On n'a pas besoin d'aller prendre des transports en commun ou prendre sa voiture, et donc pour le coup Et parfois on perd plus de temps dans les transports, on préfère être chez soi. Augmenter son bilan carbone, et ça tout le monde travaille dessus. Donc vous restez chez vous et vous travaillez de manière productive parce que vous êtes concentré. Oui. Et l'hybridation, c'est aussi d'aller en présentiel dans l'entreprise, avec encore une fois des entreprises qui ont réfléchi à faire de beaux espaces de travail, qui donnent envie, où les jeunes se retrouvent, se forment, encore une fois, échangent. Donc le présentiel en entreprise bien fait et le télétravail bien accompagné. Parce que le télétravail, c'est bien, mais il faut bien l'accompagner aussi. Parce que vous ne pouvez pas libérer les gens comme ça en télétravail sans avoir un minimum de suivi, de conseils et de services. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui créent de la conciergerie chez le télétravailleur, qui va faire de la livraison de repas chez le télétravailleur pour lui donner les mêmes services qu'il a dans l'entreprise. Donc une entreprise qui a répondu à l'ensemble de ces critères est une entreprise intelligente parce qu'elle saura garder ses salariés et elle saura recruter demain. D'ailleurs, si on prend la dernière étude de la NDRH, elle montre que justement le modèle hybride, c'est ce qui marche le mieux. Et si on met en œuvre une charte sur le télétravail, c'est-à-dire un télétravail qui est organisé, c'est ça. Voilà. Quand il y a une charte au niveau du télétravail, 67% des collaborateurs sont plus satisfaits et engagés. Donc le modèle hybride, pour moi, c'est aussi la voie royale pour demain. Et après... Contrairement à certaines entreprises qui pensent que le télétravail, il va falloir cesser, il faut revenir 4 jours par semaine en entreprise, voire 5. Stratégique. Exactement. Surtout en fait, il n'y a pas la balance, c'est-à-dire qu'on passait pour certaines boîtes du 100% remote au 100% présentiel. Et en fait, quel est l'entre-deux? Et je dirais aussi que le future of work, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, on peut se questionner sur la notion de métier. Est-ce qu'on fera le même métier toute une vie? Est-ce qu'on sera dans une seule entreprise toute une vie, ou est-ce qu'on va nous accorder le droit d'avoir plusieurs activités? La polyactivité, elle a déjà été augmentée par 2 en l'espace de 10 ans. Certaines boîtes ont mis fin à cette clause d'exclusivité en laissant la possibilité de pouvoir faire autre chose sans, bien évidemment, aller à la concurrence. Mais par exemple, travailler pour une association, monter sa boîte un jour dans la semaine, ou avoir du temps pour soi en mode 4 jours, bon, j'en sais rien. Mais donc, je pense que demain, on sera peut-être aussi face à une nouvelle génération de slashers, voilà, aussi, qui viendra en entreprise et qui pourra aussi, 1 ou 2 jours par semaine, faire autre chose. Et donc, on ne sera pas sur un seul même métier. C'est-à-dire qu'on pourra garder son CDI et en parallèle développer peut-être qu'il y aura activité. des nouvelles formes aussi de contrats à avoir. voir. Des nouvelles formes, c'est ça, de contrats. Qui existent déjà dans des pays. Exactement, exactement. Après, je pense que Future of Work, c'est aussi la notion de compétences. Aller davantage, encore plus loin sur des nouvelles compétences. On a les hard skills, bien évidemment, les compétences solides, les soft skills. On parle aussi de math skills, les compétences un peu folles qu'on apprend via l'expérience, la vie associative, le sport. Enfin voilà. Il faudra en fait sortir vraiment du cadre du travail, et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Et puis surtout, un point, c'est que dans 10 ans, moi je ne sais pas quels sont les métiers qui seront recherchés le plus possible. On parlait d'IA tout à l'heure, qui va clairement générer de nouveaux types d'emplois.
Clairement, on le voit déjà, des entreprises vont chercher des jeunes qui sont très compétents justement en termes de data science, mais ça va aller plus loin que ça. Il va falloir interroger ces IA, il va falloir faire plein de choses. Or ça, pour l'instant, ça... Moi, je ne sais pas ce que ça va être demain, dans 10 ans, ce que ça va être. On est au début. Je pense que c'est ça. C'est une vraie révolution. Ça va très C'est vite. une nouvelle révolution. Pour l'instant, je suis complètement d'accord et complètement aligné avec vous sur le fait qu'il faut effectivement une hybridation, parce que c'est ce qu'il y a de plus intelligent, en fait, très simplement. Mais derrière, les nouveaux métiers, ça... On a quand même 65% des élèves de CE2 qui feront des métiers qui n'existent pas encore demain. On peut même se poser la question, quel est le futur de l'entreprise et quel est le futur de l'école? Comment l'école doit-elle former en termes d'éducation? Est-ce que même un diplôme encore, Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 10, ça a encore du sens face à des jeunes qui vivent à l'instant présent? Est-ce que la notion de diplôme a encore du sens? Surtout quand on sait qu'on a un accès à l'information finalement qui était très descendante. Il y a encore 10, 15 ans, on peut y avoir accès de manière très rapide. On parlait de ChatGPT, enfin, il suffit simplement de taper dedans et d'avoir une information si on est capable de la lire. Donc c'est peut-être ce niveau de lecture qu'il faudra apprendre. C'est très complexe. C'est pour ça que dans 10 ans, moi, je ne sais pas quels seront les métiers. Ce qui est certain, c'est que les entreprises vont devoir s'adapter très rapidement. Ah, ça c'est clair. Oui, tout à fait. Parce que les entreprises, qui ne s'adapteront pas, auront des difficultés économiques. Oui, tout à fait. Merci en tout cas pour cet échange hyper intéressant. Mais merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous. Moi aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'aurez compris, vous, en tant qu'entreprise, il va falloir savoir s'adapter, repenser vos espaces et puis adopter une vision plus humaine et agile, j'ai envie de dire, du travail. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Workwell et vous. D'ici là, prenez bien soin de vous et prenez surtout soin de vos collaborateurs.